Bonjour. Est-ce qu'il serait possible, dans un premier temps, l'idée en fait c'est de faire des courtes séquences pour chaque question, plus court possible, après il y aura le travail de post-production. Est-ce qu'on peut commencer d'abord par dresser le contexte historique de l'Algérie et le contexte de la région au cours de l'année 1958, qui est l'année de création de l'équipe de foot du FLN? Alors, l'équipe de football du FLN est évidemment créée en 1958. On est pile au milieu, mais à l'époque on ne le sait pas évidemment, euh, en plein milieu de la guerre d'Algérie. Et c'est le creux de la vague, c'est-à-dire que militairement, sur le terrain, l'armée française a gagné cette guerre d'Algérie. Mais les dirigeants du FLN, eux, ne veulent pas renoncer à cette utopie, à ce projet politique qui est l'indépendance de leur pays et recouvrer la souveraineté de leur pays. Donc ils ont cette idée d'utiliser, c'est vraiment une idée géniale hein, dans le contexte historique de l'époque, d'utiliser le football comme une arme politique, un peu à la manière des judokas, d'utiliser la force de son adversaire pour l'affaiblir. Alors à l'époque, évidemment, la télévision n'avait pas l'impact, il n'y avait pas la pénétration dans les foyers qu'on lui connaît aujourd'hui, mais ce qui s'est produit avec en 48 heures le départ de l'ensemble des footballeurs professionnels de tous les clubs de football français est un choc terrible dans la société française. Et c'est le choc que recherchaient les dirigeants du FLN pour faire bouger moins les dirigeants politiques français que l'opinion française. Et de ce point de vue-là, l'objectif non seulement il est atteint, mais il dépasse ce que recherchaient les dirigeants du FLN. Il faut quand même se souvenir que parmi les joueurs qui quittent la France en avril 1958, on est juste 2 mois avant la Coupe du Monde de football en Suède, que les footballeurs qui quittent sont des stars, à l'image de ce qu'on pourrait avoir aujourd'hui. Évidemment, il n'y a pas la télé, c'est juste la presse écrite et la radio, mais tout le monde les connaît. Et donc c'est un choc terrible pour la France qui ne comprend pas pourquoi des gens qui sont adulés, qui ont une situation très enviable, qui font une très belle carrière de footballeur professionnel, décident de quitter la France pour rejoindre, pour partir dans une aventure dont on ne sait absolument pas quelle sera l'issue. Donc voilà le contexte historique et politique de la création de cette équipe de football du FLN. Donc moi j'ai une question justement par rapport à la création de l'équipe du FLN. Ils sont plusieurs en fait à se disputer en fait la paternité de cette idée, entre autres Mohamed Boumezrag et qui a eu vraiment cette idée de création en fait. C'est impossible à dire. Quand j'ai écrit ce livre, j'ai enquêté, j'ai retrouvé tous les joueurs qui étaient encore vivants, qui ont participé à cette épopée, c'est-à-dire 16 sur 32. Mm. Je les ai tous interrogés, j'ai essayé de comprendre. J'ai parlé aussi avec ceux que l'on appelait à l'époque les dirigeants de la Fédération de France du FLN, qui étaient ici, hein, qui étaient chargés de mener la lutte sur le territoire français, notamment en termes de mobilisation des Algériens, en termes de financement, hein, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment un impôt révolutionnaire. Chaque ouvrier algérien présent sur le territoire devait payer, il n'y avait pas beaucoup de choix, pour la cause. Sur la question de la paternité, c'est impossible à dire, et je pense que ça tient aussi au fait de ce qu'est cette organisation politique qu'est le FLN, c'est-à-dire une organisation pyramidale, d'obédience plutôt marxiste, assez autoritaire, où on est dans une démarche collective et que les individus ne sont que les rouages d'une machine. Donc, Mohamed Boumezrag, d'autres ont également revendiqué la paternité de cette idée. C'est impossible, les idées, ça ne se protège pas. Après, ce qui est important à retenir, c'est la manière dont s'est constituée cette équipe et surtout le rôle qu'elle a joué pour populariser la cause des Algériens qui luttaient pour leur indépendance. Alors justement, pour revenir sur la création de cette équipe, est-ce qu'on pourrait voir avec vous le déroulé de la création et puis surtout les 4 premiers jours, la fuite de ces joueurs phares du championnat français vers la Tunisie et peut-être les premiers matchs? Alors, encore une fois, ça se déroule dans un contexte où les dirigeants du FLN savent que cette guerre d'Algérie sur le terrain, elle est militairement perdue. Donc ils ont fait cette analyse de manière très lucide, très froide, et ils ont commencé à réfléchir sur
le terrain diplomatique et politique, comment il était possible de retourner la situation. Il y a plusieurs... L'idée de créer une équipe de football n'est pas la seule idée. Il y a eu plusieurs offensives qui ont été menées concomitamment, notamment sur le plan diplomatique, et le rapprochement avec les États-Unis, entre autres. Et cette idée de créer une équipe de football, elle est venue aussi dans un contexte où le football en Europe est en train de gagner à la fois les cœurs et les esprits. Il y avait l'épopée de Reims, notamment en France, en Ligue des Champions. Il y avait Reims, mais aujourd'hui il y a beaucoup de clubs qui existaient à l'époque, et notamment qui étaient des équipes phares, comme Nîmes du championnat de France, et qui aujourd'hui soit sont relégués, soit n'existent plus. Nantes, Rennes, Cannes, Monaco, Saint-Étienne. C'était des grandes équipes, et chacune de ces grandes équipes avait un joueur algérien, parce que quand on voulait prétendre à jouer un rôle dans le championnat ou briller en Coupe de France, il fallait avoir ces joueurs. Ça s'est passé, ça a été très rapidement. Alors il y a une histoire dans l'histoire, c'est que parmi les joueurs qui étaient les plus connus, il y en avait un qui surnageait, c'était Rachid Makhloufi, qui a fait les beaux jours de l'équipe de Saint-Étienne. Alors Rachid Makhloufi, il a cette particularité, c'est que son père était inspecteur de police. Et les dirigeants du FLN se méfiaient beaucoup parce qu'il communiquait régulièrement par téléphone avec son père. Donc ils ont eu l'idée, évidemment c'était inimaginable, de constituer une équipe de football du FLN et de ne pas avoir Rachid Makhloufi. Donc c'est le dernier qui a été informé du projet. Et ce qui est extraordinaire, c'est que le secret n'a pas été éventé. Mais on se méfiait quand même des discussions qu'il pouvait avoir avec son père, qui était inspecteur de police. Et si son père avait révélé l'affaire aux autorités françaises, évidemment le projet tombait à l'eau. Donc on sait que c'est important d'avoir Rachid Makhloufi avec lui, mais dans le même temps, on ne le met pas dans la confidence dès le début. Il est le dernier à être informé et il est le dernier à partir. Ce qui explique en fait la manière dont il a été recruté à l'hôpital. Absolument. Bon, alors ça se déroule pendant un match de Coupe de France à Béziers, dans un duel aérien, il prend un coup de tête, il est hospitalisé et ce sont il y a un chauffeur et un garde du corps du FLN qui viennent le chercher et qui l'emmènent, mais c'est un vrai roman policier, à travers champs pour monter dans une voiture, et à ce moment-là, il ne sait pas du tout ce qu'il attend. Et il l'emmène par la Suisse. Donc il y a eu trois réseaux, un par l'Allemagne, un par la Suisse et un par l'Italie, et tout ça converge évidemment vers Tunis. Pourquoi Tunis? Parce qu'à l'époque, c'était là qu'était abrité le GPRA, le gouvernement provisoire de la Révolution algérienne. Et pourquoi la Tunisie? Parce que la Tunisie, elle, comme le Maroc d'ailleurs, ont recouvré leur indépendance en 1956 et que c'était des territoires indépendants. Mais dans le même temps, pendant toute la période de l'équipe de football du FLN, tous les joueurs ont été sous protection parce qu'on avait peur qu'ils soient assassinés par une organisation qui s'appelait la Main Noire, une organisation d'extrême droite, et qui luttait contre le FLN. Et très vite, on a compris l'enjeu que ça représentait. Et encore une fois, il faut se souvenir qu'on est dans un contexte particulier. On est juste 2 mois avant la Coupe du Monde en Suède, et que le sélectionneur de l'époque avait retenu parmi les joueurs algériens 4 joueurs. Parmi ceux-là, il y avait Zitouni qui est mort il y a peu, en 2014, et Rachid Makhloufi qui évidemment était dans la balance pour le poste d'avant-centre avec un certain Juste Fontaine. Qui a fini meilleur buteur. Meilleur buteur de aujourd'hui encore, record inégalé. 13 buts en phase finale de Coupe du Monde. Jamais un record n'a été battu. Et après l'indépendance de l'Algérie, un certain nombre de joueurs de l'équipe du FLN mettent un point d'honneur à revenir en France et à terminer leur contrat. Notamment, c'est le cas de Rachid Makhloufi. Et là, l'histoire, elle est souvent avec un grand H. Rachid Makhloufi, en 1966, revient à Saint-Étienne, termine son contrat et ils gagnent, ils font le doublé coupe-championnat. Et la tradition en France, c'est que c'est le président de la République qui remet la coupe au capitaine et une médaille à tous les joueurs. Et parmi les joueurs, il y avait un certain Rachid Makhloufi. Et c'est le général de Gaulle qui remet la coupe à ce moment-là. L'homme des accords d'Évian, et qui glisse cette phrase, que je raconte dans le livre, il dit « Vous avez fait votre devoir et je vous respecte pour cela. » Quel hommage!
Donc, Rachid Makhloufi racontera plus tard cette anecdote. Et l'histoire, elle s'écrit toujours à travers des parenthèses. Et celle-là est quand même plutôt belle, parce qu'on ne pouvait pas avoir plus bel hommage que celui-là. Et il y a un autre hommage qui est rendu cette fois de manière personnelle par Juste Fontaine à Rachid Makhloufi, puisque j'ai rencontré Rachid Makhloufi pour les besoins de Juste Fontaine pour les Il lui besoins de envoie son une livre. lettre pendant la Coupe du Monde, c'est ça? Il lui envoie une lettre pendant la Coupe du Monde, et Juste Fontaine me raconte, c'est moi qui étais sélectionné par défaut puisque Rachid était parti. Mais il n'y a aucune raison pour que Juste Fontaine raconte une histoire pareille 50 ans après, que si ça avait été Rachid Makhloufi qui avait joué pour l'équipe de France de football, il aurait marqué beaucoup plus que 13 buts. Donc il y a eu beaucoup d'hommages pour ces joueurs. Leur carrière, pour certains, pour beaucoup en tout cas, s'en est ressentie considérablement. Et puis, politiquement, c'est vrai qu'ils n'ont pas eu, alors après l'indépendance notamment, ils n'ont pas eu la reconnaissance de la nation que l'on pouvait attendre du rôle qu'ils avaient joué pendant cette fin de la guerre d'Algérie. Est-ce qu'on peut revenir sur la tournée qu'a effectuée l'équipe du FLN pour promouvoir justement cette idée d'indépendance, et notamment... J'ai plus en tête tous les chiffres, je crois qu'ils ont joué 94 matchs. Ouais, mais ils ont été surtout en fait dans des pays, on va dire, Oui, d'obédience communiste, on va Ouais. dire ça comme ça. Évidemment. Voilà, donc plutôt, D'accord. voilà, plutôt sur ce point. Oui, on est d'accord. Voilà, plutôt là-dessus. Bon, les chiffres après, nous on les a, donc on les rajoutera dans le projet. C'est une véritable épopée qu'ils ont écrite. Évidemment une épopée sportive, mais également une épopée politique. Ce que je raconte dans le livre, par exemple, c'est que ce sont des gens qui sont très jeunes. Hein. La moyenne d'âge, c'est 21 ans. Ils sont très très jeunes. Ils ne sont pas très articulés politiquement. Et les choses vont se faire au fur et à mesure, parce qu'évidemment, ils sont pris en charge sur le plan idéologique par le FLN, qui va à la fois assurer leur protection, leur sécurité, l'organisation de tous ces matchs et de ces tournées, et assurer leur formation politique et idéologique. Et notamment, plusieurs d'entre eux m'ont raconté qu'ils ont été marqués par 2 voyages. L'un à Jérusalem, avant qu'on ne connaisse la situation actuelle, c'est-à-dire bien avant que Jérusalem ne soit un territoire occupé, et 2, par leur voyage au Vietnam. Et leur voyage au Vietnam, notamment, ils rencontrent que les Vietnamiens appelaient avec affectueusement l'oncle Ho, donc Ho Chi Minh, qui les invite à dîner. Il est assis sur une natte et il dîne juste d'un bol de riz et d'une soupe. Et ils sont psychologiquement dans un état où on n'imagine pas qu'une révolution puisse triompher, comme les Vietnamiens. Ils ont été en guerre pendant 35 ans. D'abord contre la France, puis contre les États-Unis. Une révolution qui triomphe, elle doit donner un peu plus qu'une soupe et un bol de riz à sa population. Et puis surtout, il rencontre le général Giap, le vainqueur de l'armée française, qui dit, ce que je raconte dans le livre, qui dit nous avons, parce qu'évidemment le match était totalement disproportionné contre une équipe du Vietnam qui n'est pas une nation de football. Je crois qu'ils ont gagné par 7-0 ou 7-1, peu importe. Et tout le monde se retrouve évidemment après, parce qu'il y a une vraie solidarité. Hein. Et le général Giap dit à tous les footballeurs qui sont là et aux dirigeants du FLN qui les accompagnent, il leur dit nous avons battu l'armée française, vous nous avez battus, donc vous allez avoir votre indépendance. Pour lui, c'était mécanique, mais en même temps, c'était le fruit d'une analyse politique, et il se trouve qu'il avait raison. Et Ho Chi Minh raconte que cette équipe de football du FLN a fait gagner 10 ans à la cause indépendantiste de l'Algérie. C'est ce que Rachid Mekloufi dit dans votre Raconte. ouvrage. Absolument. Donc, ce contexte, c'est aussi le contexte géostratégique de la guerre froide. Qu'est-ce qui se passe? Il y a 2 pays qui font l'objet de sanctions, la Tunisie et le Maroc. La Tunisie parce qu'elle abrite l'équipe de football du FLN, et donc elle est exclue de la FIFA. Et le Maroc qui accepte de recevoir l'équipe de football du FLN par solidarité naturelle comme pays maghrébin, et qui lui aussi fait l'objet de sanctions de la part de la FIFA. Oui, parce que l'histoire en fait de la FIFA, c'est qu'en 59, la FIFA refuse de reconnaître l'équipe du FLN, mais elle va reconnaître l'équipe de l'Algérie en 62. Absolument. Et donc les 2 pays qui reçoivent
l'équipe du FLN sont exclus et sont sanctionnés. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que le pays qui joue un rôle absolument essentiel dans la lutte pour l'indépendance d'Algérie, c'est l'Égypte. Et l'Égypte ne recevra jamais l'équipe de football du FLN. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, le neveu du ministre des Sports, du gouvernement dirigé par le général Nasser, par le colonel Nasser, et le représentant de l'Égypte à la FIFA. Et donc la FIFA ne veut pas, l'Égypte ne veut pas perdre son siège à la FIFA, et donc elle refusera d'abriter l'équipe du FLN, même si elle transite régulièrement par l'Égypte, notamment pour aller en Jordanie, pour aller jouer à Jérusalem, qui à l'époque était sous administration jordanienne. Mais l'Égypte ne recevra jamais l'équipe de football du FLN. Donc on est dans le contexte de la guerre froide, et c'est la raison pour laquelle la plupart des matchs se déroulent derrière ce qu'on appelle à l'époque le rideau de fer. D'accord. Avant peut-être d'aborder la question de l'héritage, j'ai une question là qui me vient, si je peux me permettre. Il y a quand même quelque chose de très surprenant autour de cette équipe du FLN, c'est que c'est une sacrée équipe de football. On le voit dans les résultats qu'elle accroche l'Allemagne, si je ne dis pas de bêtises. Ils accrochent notamment l'URSS, qui est quand même une très grosse équipe à l'époque. Est-ce qu'on peut toucher un petit mot sur le réel niveau de cette équipe? Parce que j'ai l'impression qu'en fait, actuellement, on ne s'en rend pas compte véritablement. C'était tous des joueurs professionnels. Donc déjà, dans les années 50, ce sont des jeunes gens qui se sont mis au canon de ce qui était à l'époque le meilleur football du monde et de ce qui le reste aujourd'hui plus ou moins, qui est l'Europe. À la fois en termes d'entraînement, sur le plan technique, sur le plan de la rigueur et déjà sur le plan nutritif. Ce qui n'existait nulle part ailleurs, ni en Amérique du Sud, ni dans les pays de l'Est, qui malgré le fait que c'était de très bonnes équipes comme la Yougoslavie ou la Tchécoslovaquie, n'étaient pas des équipes professionnelles. Ce sont des gens qui travaillaient et qui allaient jouer au football ensuite. Et puis ce sont des gens qui étaient des professionnels au sens où toute leur vie était tournée, axée, orientée sur le football. Ils faisaient que ça, ils étaient payés pour cela et donc ils le faisaient de manière très bonne et c'était tous d'excellents techniciens. Donc il y avait une disproportion, une différence de niveau entre cette équipe de football et ces joueurs du FLN et les équipes qu'ils ont rencontrées. Ils ont disputé, si ma mémoire est bonne, 94 matchs pour 91 victoires. Une défaite et 2 matchs nuls, je crois. C'est incroyable comme résultat. Ça dit tout, quoi. Ça dit tout. Et à l'indépendance, en 1965, ça aussi c'est une histoire dans l'histoire, l'équipe qui constitue à ce moment-là l'ossature de l'équipe nationale d'Algérie et quasiment la reproduction de l'équipe de football du FLN, joue contre le Brésil. Le Brésil qui vient de gagner par 2 fois la Coupe du Monde, en 58 et en 62. Le Brésil de Pelé. Et c'est le Brésil de Pelé quand même, de Rivellino, de Jairzinho, etc. La grande équipe des années 50. Et l'équipe du FLN faillit accrocher l'équipe du Brésil. Finalement, c'est le Brésil qui gagne, mais par 3-2 seulement. Et voilà, parenthèse, histoire dans l'histoire, c'est que le président Ben Bella, qui était à l'époque très contesté sur l'accord de Rhodes, décide de quitter la capitale Alger pour aller voir l'équipe de football du FLN à Oran. Et c'est pendant le match qu'il y a un coup d'État à Alger qui dépose le président Ben Bella. Histoire dans l'histoire, comme toujours. Moi, j'ai une petite question au niveau de l'héritage. Donc, vous avez dit effectivement qu'il n'y a pas de monument, il n'y a pas de trace en Algérie de l'équipe. Et au niveau footballistique, en fait, est-ce que leur technique, leur savoir-faire, est-ce que ça a été... ça a servi en fait comme exemple à d'autres joueurs après au fur et à mesure. J'ouvre juste une parenthèse avec l'école qui a été fondée en 2007 par les anciens joueurs du FLN et voilà, pour boucler la boucle. Alors, après l'indépendance, un certain nombre d'entre eux ont choisi de rester et de participer à l'édification de ce pays nouveau qui était un peu le phare du tiers-monde. Encore une fois, c'est important de se replonger dans le contexte historique de l'époque où l'Algérie était un pays qui était regardé partout à travers le monde, pas simplement ici en Europe, mais en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud. C'était un modèle. Ça, c'est quelque chose qui est important. Donc la plupart des joueurs décident de rester et de se dire on va participer dans ce qui est nos domaines de compétences, à la création d'un ministère de la jeunesse et des sports et de la Fédération algérienne de football. Et puis très vite, ils déchantent. Très vite, ils comprennent
que les rivalités, les guerres internes, les difficultés de ne pas avoir mis en place des structures démocratiques et un système politique ouvert et démocratique se retrouvent également dans le sport et particulièrement dans le football, qui est de très loin la discipline qui est la plus populaire en Algérie. Donc pour beaucoup d'entre eux, encore une fois, qui avaient été formés en France de manière très professionnelle, auxquels on avait inculqué un certain nombre de valeurs, c'est très difficile. Ils ont beaucoup de mal à s'adapter et au bout de 2-3 ans, beaucoup décident de quitter et de repartir, terminer leur carrière en France. Beaucoup seront par la suite rappelés comme sélectionneurs nationaux, mais en tout cas, tous les joueurs, les anciens joueurs de cette équipe de football que j'ai rencontrés ont tous tenu le même discours. C'est une grande déception pour eux et en réalité, ils ne trouveront jamais leur place. Et il faudra attendre 2008, le cinquantenaire de la création de cette équipe de football du FLN, pour qu'une plaque commémorative soit installée dans le centre d'Alger pour rappeler quelle a été l'épopée de cette équipe de football. Mais tout le monde a oublié, les jeunes gens d'aujourd'hui ne connaissent absolument pas cette histoire qui, comme pour beaucoup d'autres événements de la guerre d'Algérie, n'est pas enseignée dans les livres d'histoire et c'est quelque chose qui a été quasiment totalement oublié, voire évacué. 2 secondes. Ok. Et pourquoi est-ce qu'on a attendu 50 ans pour mettre cette plaque? Pourquoi on n'a pas attendu 10 ans, 20 ans? Pourquoi 50? Qui est-ce qui a eu cette idée Alors, cette commémoration, enfin. il faut comprendre qu'on est dans un pays qui est devenu un régime autoritaire, dans lequel on a revisité l'histoire, évidemment, pour favoriser le roman national, au panthéon de ce qu'était l'Algérie, surtout mettre en valeur le FLN, et en essayant de réécrire une histoire qui raconterait quelque chose de l'ordre de tout le monde était derrière le FLN. Ce qui évidemment est faux. De même que tout le monde n'était pas dans la résistance en France, les choses sont toujours évidemment beaucoup plus compliquées que ça. C'était une organisation d'abord autoritaire. Il y a eu énormément de règlements de compte à l'intérieur du FLN, y compris pendant la guerre, d'assassinats politiques. La plupart des grands dirigeants du FLN ont été assassinés. Ils ne sont pas morts les armes à la main au champ d'honneur. Et donc, de ce point de vue-là, on a voulu évacuer cette histoire parce qu'elle paraissait à l'époque, pour les dirigeants algériens, secondaire, et qu'on ne voulait pas que ces gens-là qui étaient très populaires, le football est très populaire en Algérie, puissent éventuellement faire de l'ombre à des gens dont l'histoire n'était pas toujours très reluisante. Et si les historiens ou les journalistes avaient creusé sur le parcours de tel ou tel dirigeant politique, on se serait rendu compte que pour beaucoup d'entre eux, ce sont des résistants de la 25e heure, et que le comportement qu'ils avaient eu pendant la guerre d'Algérie n'est pas exemplaire. Donc voilà en gros les raisons, mais ce n'est pas propre à l'Algérie, c'est propre à toutes les démocraties populaires et à tous les régimes autoritaires. On n'aime pas que qui que ce soit vienne faire de l'ombre, ni à l'histoire avec un grand H, et encore moins à l'histoire avec un petit H. Finalement, par rapport à ce que vous nous avez dit dans la précédente question, il y a une ambiguïté entre, toujours à l'heure actuelle, je veux dire, entre on va dire la France et l'Algérie, dans le sens où les nationalités s'opposent. Vous parliez du fait que les joueurs algériens qui évoluaient dans le championnat de France avaient essayé de prendre la main sur le football algérien après la libération, après la libération du pays de l'Algérie, et au final qu'il y avait une fracture en fait entre ce qu'ils avaient voulu apporter et la réalité du terrain. Mais est-ce que c'est pas quelque chose qui est transposable à aujourd'hui? Je pense notamment, donc là c'est purement sportif, au cas de Nabil Fekir en 2015 qui choisit la sélection française, le cas de Benzema qui choisit également la sélection française à la sélection algérienne, et Sofiane Feghouli qui est l'actuel capitaine de l'équipe de l'Algérie qui brandit justement la notion d'histoire, vous oubliez l'histoire de votre pays, c'est un bras d'honneur que vous leur faites. Donc le parallèle est faisable avec les binationaux, cette histoire de binationaux aujourd'hui? Non, je ne pense pas qu'on puisse faire ce parallèle. Je pense que les choses aujourd'hui sont très différentes. On a basculé dans un autre monde, dans un univers qui s'appelle la mondialisation. Donc on a changé de paradigme. Et les rapports qu'il pouvait y avoir dans les années 50, 60 ou 70 entre le maillot, incarner, se projeter
dans une nation ne sont pas du tout les mêmes aujourd'hui. Aujourd'hui, on voit que la mondialisation amène des footballeurs qui n'ont rien à voir avec le pays pour lequel ils jouent. Je pense à quelqu'un que tout le monde connaît, Zlatan Ibrahimovic, qui joue pour l'équipe nationale de Suède, alors qu'il n'est pas originaire, ni même né en Suède. Et on peut multiplier les exemples. Aujourd'hui, le Qatar qui aspire à jouer un rôle sur le plan de la mondialisation, si vous êtes un très bon footballeur, il vous fait un pont d'or et en 24 heures, vous obtenez la nationalité qatari. Et on peut multiplier. Alors revenons à ce qui est de l'Algérie. On est dans une situation quand même très différente. Aujourd'hui, la France est devenue, après une politique à la fois de la part de la Fédération française de détectation, je ne sais pas si on se détection. De détection très tôt des jeunes pousses. Et donc, on a aujourd'hui pléthore de joueurs. La France est devenue une grande nation de football sur le plan continental, mais aussi sur le plan international. Et donc, c'est très difficile pour de très bons joueurs qui sont issus de l'immigration ou dont les parents sont des immigrés, en l'occurrence originaires d'Algérie, de trouver sa place en équipe de France. Il ne faut pas juste être très bon, il faut être le meilleur dans son domaine. Et c'est, je pense, je ne veux pas leur faire de mauvais procès, c'est légitime, mais Sofiane Feghouli, il a aussi tenté sa chance en équipe de France, mais il n'a pas été pris. Et donc, a posteriori, on fait une reconstruction où on revisite en disant voilà pourquoi, etc. C'est légitime, hein, je trouve que c'est très bien, et il a beaucoup apporté à l'Algérie. On l'a vu lors de la dernière Coupe du Monde, ils sont quand même allés très loin, ils ont failli passer au stade des huitièmes de finale, et ils ont fait un très beau parcours qui a été salué. Ce sont tous d'excellents techniciens. Il y a aussi des qualités naturelles qui sont là et qui jouent, et qui sont très importantes. Mais ça ne suffit plus aujourd'hui, parce que la concurrence, elle est très importante, et qu'il y a de très bons joueurs en France, et que ça ne suffit plus d'être très bon, il faut être le meilleur. Et on le voit pour un poste d'attaquant, il peut y avoir pour le sélectionneur le choix entre 4, 5, 6, 8 joueurs. Donc ça ne suffit plus. Alors Sofiane Feghouli, pour beaucoup d'autres hein, d'ailleurs, l'équipe nationale d'Algérie était composée 11 joueurs sur le terrain, 11 binationaux. Donc je pense qu'il ne faut plus raisonner en termes strictement nationalistes, mais dans la mondialisation. Et le football n'a pas été épargné par la mondialisation. Finalement, juste pour résumer cette notion, le problème de la binationalité est plus un problème de déracinement. Oui, de déracinement, de questions économiques, parce que évidemment c'est plus rémunérateur d'aller jouer en Europe que de rester en Algérie où le professionnalisme n'existe toujours pas. C'est aussi, d'un point de vue strictement personnel, évidemment, on fait de plus belles carrières, c'est plus valorisé sur le plan de la notoriété, etc., etc. Et donc tout cela, évidemment, ça entre en ligne de compte. L'Algérie, c'est une grande nation de football, mais c'est pas un grand pays de football. C'est pas des clubs qui peuvent rivaliser en allant acheter des grands joueurs. On n'est pas du tout dans ce cas de figure-là. Dernier point, après je te laisserai si tu veux rajouter quelque chose. Sur l'école qui a été créée par les anciens cadres du FLN en 2007, et notamment vous parliez de la détection des jeunes pousses pour justement former eux-mêmes leurs propres joueurs. Et il y a une histoire aussi, on a vu, d'inculcation de valeurs et de l'histoire de l'Algérie. Alors, est-ce qu'on pourrait faire un petit panorama de la création de cette école, où est-ce qu'on en est, ou comment? Alors malheureusement, ça marche très mal, parce que c'est très insuffisant, parce qu'il faudrait le démultiplier, parce que si on fait ce genre d'école, c'est parce que la Fédération algérienne de football ne remplit pas son rôle. Donc on retombe, je veux dire, le football en Algérie est à l'image de ce qu'est ce pays. C'est-à-dire un pays sous-administré, les compétences sont souvent marginalisées, et le football est souvent dirigé par des gens médiocres qui sont là simplement parce qu'ils sont fils d'eux, neveux d'eux, etc. Et ce sont des choix politiques dans la plupart des cas, parce qu'il y a la proximité avec tel directeur, avec tel ministre, ou avec telle famille, etc. Donc c'est comme ça que se font les choses, et la compétence n'est pas le critère principal. Donc cette école, évidemment, elle a été créée, et elle a été utile, mais elle est très insuffisante, parce qu'il faudrait la multiplier dans tous les départements. Il y a 48 départements en Algérie, il faudrait 48 écoles. Mais ça, en théorie, c'est le travail de la fédération algérienne, d'avoir partout des ligues avec une formation d'entraîneurs, de cadres, de techniciens,
qui sont capables de détecter, de connaître le football, de savoir qu'un gamin de 8-9 ans qui a des aptitudes particulières, il peut devenir un bon ou un grand footballeur. Mais il n'y a pas tout ça en Algérie, ça n'existe pas. Et c'est à l'image du reste du pays. Sinon, l'Algérie ne serait pas dans la situation dans laquelle on est. Et ce n'est pas un problème d'argent, parce que l'Algérie dispose de beaucoup, beaucoup d'argent. Et de Probablement ressources sur le naturelles. continent africain, probablement sur le continent africain, c'est celui qui a les plus importantes réserves en devises aujourd'hui grâce aux revenus des hydrocarbures. Donc l'argent n'est pas le problème. Le problème, c'est celui de la compétence au plus haut niveau de l'État qui pourrait mettre en place une vraie politique du sport et dire pour les 20 ans qui viennent, j'investis sur la formation. Je veux avoir les meilleurs cadres sur le continent africain. Et au niveau de l'enseignement de l'histoire auprès des jeunes pousses, c'est inefficace aussi. C'est pas que c'est inefficace, c'est qu'on reproduit là aussi un roman national qui n'a rien à voir avec la vérité historique. Donc on est dans une démarche de type vraiment néo-stalinienne qui n'a rien à voir avec l'histoire.